Bonjour Nathanaël Masselot, je suis absolument ravie de t'accueillir sur ma chaîne aujourd'hui pour présenter ton travail et pour présenter la philothérapie. Alors Nathanaël, on se connaît depuis longtemps puisqu'on est allé à la même université, on a fréquenté la même prépa et en fait j'ai un ancien camarade, ancien ami qui m'a dit récemment: est-ce que tu te souviens de Nathanaël Masselot? Alors je lui dis oui, il me dit bah tu sais quoi, il a ouvert un cabinet de philothérapie. Et moi qui ai une chaîne sur l'accompagnement, le bien-être, moi qui les personnes que je suis et que j'essaie d'inspirer et d'aider justement à se libérer d'un certain nombre de choses, et c'est l'un de tes axes, libérez-vous par la philosophie, je me suis dit, je vais inviter Nathanaël qui va avoir l'occasion de nous parler de ses bouquins. Alors, suite à quelques échanges, justement, tu as eu la gentillesse de m'envoyer 2 de tes livres. Donc ici, Philothérapie, libérez-vous par la philosophie et Agir et penser comme Nietzsche. Tu m'as fait une gentille dédicace, c'est très sympa. Et voilà, j'en profite pour passer un petit coucou à Romain qui a eu la gentillesse de me signaler ton travail justement. Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est un cabinet de philothérapie. Qu'est-ce que c'est? Avec plaisir. Merci. Et puis, coucou à Romain aussi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Alors, la philothérapie, c'est une idée que j'ai eue il y a un peu plus de 4 ans maintenant, d'ouvrir un cabinet de philothérapie sur sur la base du fait que la philo nous aide véritablement dans une dimension de développement personnel, de soins. Et pour l'avoir pratiqué moi-même, en fait, dans les moments où dans les hauts, dans les bas, dans les moments où ça allait très bien, dans les moments où ça allait moins bien. Et puis, je voyais aussi que autour de moi, finalement, les gens s'y référaient. C'est-à-dire que ça fait appel à un besoin, en général, de sens, de clarification, de connaissance de soi. Et la philosophie est vraiment très bien armée. Elle dispose, disons, de bonnes ressources, on peut le dire plutôt positivement, plutôt comme ça, pour appréhender ces questions, les questions existentielles qu'on peut difficilement éviter au cours d'une existence. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin de questions existentielles que je développais la philothérapie, en se disant que la philosophie, dans le cadre de la philothérapie, non seulement présentait des ressources que l'on pouvait utiliser et que l'on pouvait mettre au service de notre existence. Voilà. D'accord. Donc, on arrive chez toi, dans ton cabinet de philothérapie, avec une problématique existentielle principalement, et on vient discuter avec toi, et toi, tu mobilises des ressources philosophiques. C'est ça? Je précise pour mes auditeurs que tu es professeur de philosophie et docteur en philosophie. Ouais. Alors, on vient chez moi ou on reste chez soi parce que je le pratique aussi en visio. Et effectivement, on vient avec une question existentielle qui n'a pas forcément à être euh, clairement délimitée au départ. En général, les gens, on prend contact par téléphone ou par mail et les personnes m'expliquent la question. Donc, une question existentielle, c'est pas forcément. Alors, ça réfère pas seulement à la philosophie dite existentialiste. C'est une question qui se pose véritablement dans notre existence. Et en général, les gens qui viennent me solliciter sont vraiment au carrefour de plusieurs axes. C'est-à-dire que cette question, non seulement elle les empêche, elle les bloque, elle les empêche d'avancer ou de se sentir libre, disons, au quotidien. Et sur un angle plus général ou plus fondamental, elle fait appel en général à plein de représentations qui se sont installées depuis de nombreuses années. Donc cette question, bah, c'est pas une question métaphysique, est-ce que la liberté existe ou ce genre de choses, c'est véritablement une question ancrée. Voilà, donc ça fait appel au registre familial, ça peut être des problèmes au travail, problèmes de connaissance de soi, sur la manière dont on se sent en société. Donc, c'est ces thèmes-là. Et donc, ils sont extrêmement concrets puisque liés au quotidien de la personne et en même temps, ils renvoient à une forme de connaissance de soi. Euh, donc, je joue beaucoup sur ces deux niveaux. Et c'est en les D'accord. sollicitant, en les faisant dialoguer l'un avec l'autre, qu'on parvient vraiment à faire des pas de côté et à voir les choses autrement et à modifier véritablement son existence.
D'accord. Tu lis le quotidien et les représentations. Oui, Essentiel. et enfin, les gens le font Mhm. naturellement. C'est-à-dire Ah, tu que aides les gens à le faire. Donc, en ça, tu reprends la tradition de la maïotique, accoucher les esprits. Et justement, c'est un peu ce que tu disais au début, tout à l'heure, tu aides à formuler aussi le problème. C'est-à-dire qu'on peut arriver chez toi avec un problème flou, un malaise, quelque chose de mal formulé, mal pensé, et tu vas aider finalement à élaborer des représentations plus claires et sophistiquées et complètes. ouais, C'est bien ça. enfin et mon credo, c'est surtout de respecter l'autonomie de la personne, de la favoriser, de D'accord. respecter sa liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à créer des problèmes ou à montrer des problèmes là où la personne n'en verrait pas. C'est Mhm. justement donc je l'aide à aller à clarifier son questionnement, mais surtout à y répondre. Et donc ça passe par le fait de véritablement comprendre la situation et la faire dialoguer avec, on pourrait dire, enfin moi j'appelle ça les piliers existentiels. Je joue beaucoup, je me sers beaucoup de ça, c'est-à-dire il y a des piliers qui définissent l'existence d'une personne et qui se trouvent assez naturellement en résonance avec la situation présente. On parle de liberté, mais c'est évidemment une continuation au cours de notre vie. Et de façon réaliste, je partage l'idée que la manière dont on se sent aujourd'hui, elle est Mhm. héritière de plein de choses. C'est, disons, le trait commun que la philothérapie peut avoir avec la psychologie. On fait appel à Oui. l'intériorité, au passé, sauf que on les aborde du point de vue des structures de notre existence, avec les ressources de la D'accord. philosophie. Avec les ressources de la philosophie. C'était justement la question que je me posais. En quoi n'est-ce pas de la psychologie, finalement, qui utiliserait des ressources de la philosophie? En quoi est-ce une pratique différente? Ouais. Bah, c'est une bonne question, une question que je me suis posée. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours tourné vers la philosophie pour, euh, Mhm. pour m'aider. Et la, alors il y a pas mal il y a pas mal de différences, mais la différence essentielle, enfin, en tout cas, elle m'est apparue comme ça, c'est que la psychologie est véritablement dirigée vers l'intériorité de notre Mhm. conscience, vers l'effet de notre conscience, là où la philosophie a plutôt la réputation de réfléchir en droit, dans l'universel, d'être plus abstraite. Et ce qui est Mhm. intéressant, Plus conceptuel. c'est qu'on interroge vraiment les structures de l'existence, c'est-à-dire qu'est-ce que notre rapport au temps, notre rapport à la liberté, notre rapport au sens, à la mort, à l'isolement, aux autres, les relations. Et Mhm. donc, c'est finalement une expérience en première personne de structure qui nous dépasse. Alors, un psychologue verrait peut-être les choses autrement en se disant que, bien évidemment, que la psychologie aussi fait appel à ces structures, Mhm. mais euh, il y a, ouais, il y a dans la philosophie on part d'un éclairage qui est foncièrement universel et on s'y rapporte. En fait, on va dans l'autre Et on sens. focus. Le mouvement n'est pas le même, c'est ça? C'est ça. Mais Il va de l'universel au particulier, finalement. ouais, et on entre en dialogue de cette façon-là. Et on entre en dialogue comme ça. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre différence, tu vas me dire si je me trompe ou pas, c'est vraiment la dimension foncièrement non pathologiste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la psychologie vise à aider des gens finalement qui sont en souffrance et qui vont mal, là où ce que tu proposes, c'est vraiment d'élaborer un dialogue et un discours autour d'une problématique, ce qui est un peu différent. Enfin, tu mobilises plus le logos. Est-ce que je me trompe? Oui, bah, c'est un rapport. Non, enfin, tu te trompes pas. La, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Moi, j'aime bien le terme de philothérapie au sens de Mhm. prendre soin. Et je voudrais pas, en effet, galvauder disons, la dimension soin ou la dimension médicale. On pourrait, finalement, j'aurais pu choisir le terme de philopraticien, d'accompagnant en philosophie. Et j'ai choisi philothérapeute parce que euh, non seulement la frontière est relativement floue entre ce qui simplement améliore notre vie ou ce qui nous allège d'un certain poids, un poids qui peut nous faire souffrir. Donc, de ce point de Mhm. vue-là,
je tenais quand même à réhabiliter ce que la philosophie peut faire. Et puis, de l'autre côté, je suis, disons, je m'inscris dans une démarche qui n'est pas du tout polémiste, c'est-à-dire que je ne sais pas de définir la philothérapie avant de la pratiquer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tu vois, je te la présente sans élément de langage, en m'interrogeant aussi, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment de me servir de la philosophie pour la mettre au service de la personne. Et on a une teneur donc assez différente. Si on estime que notre question simplement nous parasite un petit peu dans la vie, elle nous empêche d'avancer, auquel cas on peut parler de développement personnel, d'amélioration de soi, Oui, ou si cette question nous oui, un bloque, côté coaching, si ouais. cette question nous bloque Développement totalement. personnel. Et d'ailleurs, il y a j'avais imaginé que la philothérapie serait vraiment un dispositif très ponctuel, c'est-à-dire faire 3, 4 séances pour justement favoriser l'autonomie de la personne. Et en fait, je réalise que certaines personnes ont aussi besoin de s'inscrire dans la durée euh, et, euh, et elles y trouvent une aide, un appui momentané pour interroger ce qui se passe au quotidien. Donc, j'ai un regard vraiment bienveillant sur, disons, je raisonne au-delà de la catégorie philothérapie, philosophie pratique. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup. Moi, j'ai parlé de philothérapie parce que ce que je fais, c'est se situe essentiellement entre deux personnes sous la forme d'un entretien. Donc, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait dans un cabinet de psychologie. Beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus de ça que d'une conférence que je peux faire par ailleurs ou d'un café philo. Voilà. Absolument. Et c'est vrai que la dimension thérapeutique, elle est pas volée, elle est pas galvaudée, parce que finalement, beaucoup de choses qui nous génèrent des souffrances sont liées à des représentations qui sont pathogènes, quoi. C'est-à-dire que mal penser un phénomène, génère de la souffrance finalement. Créer des formes de délire, créer une mauvaise appréhension des situations qu'on vit concrètement et génère vraiment de la souffrance. Donc, en pensant mieux les choses, on se libère effectivement de ces souffrances-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Une mauvaise représentation. J'ajouterais encore il y a un lien vraiment intime entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Alors, j'ai écrit le livre sur Nietzsche dans une collection Agir et penser comme. Donc, j'ai pas inventé la relation entre agir et penser. Le premier volume de cette collection était consacré au chat, agir et penser comme un chat. Donc, ça n'avait rien à voir avec Nietzsche. Cela dit, c'est vraiment une belle rencontre. C'est quelque chose qui tombe vraiment très bien, un signe très fort. Et dans ce que je pratique, euh, disons que véritablement, je suis convaincu de ça pour l'avoir expérimenté, puis pour le voir au quotidien. C'est que modifier sa façon de penser, c'est modifier très immédiatement notre façon d'agir, notre être au monde. Donc, il n'y a pas de... j'ai souvent, disons, lu un livre, savourer un livre, je l'ai refermé et puis ensuite on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? De quelle façon je mets en pratique? J'ai passé un moment vraiment très fort, mais finalement, dans mon existence, rien n'a changé. Et là, au contraire, le travail que je fais se trouve vraiment à l'intersection entre la dimension, disons, des représentations et la sphère éthique, la sphère de l'action. Et c'est la raison pour laquelle, assez naturellement, sans avoir besoin de donner des recommandations, de faire des exercices de type comportementaliste. Oui, des Eh bien, méthodes. naturellement, il y a un changement qui se met en place, c'est ça, il y a une très grande continuité entre notre sphère, disons, mentale, entre notre esprit, et notre sphère corporelle, notre sphère d'action. D'accord. C'est extrêmement intéressant ce que tu me racontes. Moi, je suis en train de me dire, tu vois, au fur et à mesure de nos discussions, que finalement, tu t'inscris dans la tradition du philosophe plus que le professeur de philosophie. Enfin, dans la tradition du philosophe qui va dans la cité. Alors, tu n'es pas dans la rue, parce que c'est compliqué en ce moment de se positionner dans la rue et parler avec les gens, quoique, mais enfin, tu es quand même pas loin, quoi. Tu es à disposition pour échanger avec toi au niveau individuel ou collectif. J'ai vu que tu passais à la radio, tu échanges avec des... Est-ce que tu fais des entretiens comme ça de manière publique? Ouais, pour Alors, mes abonnés, Nathanaël passe sur France Inter de temps en temps, on peut le retrouver.
sur cette Ouais. radio. Alors, j'ai surtout, Est-ce que tu échanges avec des gens comme ça? euh, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup, qui me semble nécessaire, disons, l'aspect philosophie dans la cité. Alors, je réfléchis Mhm. depuis quelques mois à un format d'association et je suis encore en train de me demander si je dois disons, la réduire à la philothérapie en termes d'entretien ou s'il ne faudrait pas en profiter pour inclure mes activités, disons, plus générales, citoyennes, on va dire. Donc, Ouais. moi, ce en quoi je crois, j'avais utilisé le credo la philosophie au cœur de l'existence. C'est que Mhm. finalement, le fil directeur entre mes activités, c'est véritablement ça. C'est que je crois que la philosophie peut nous apporter quelque chose, elle m'apporte quelque chose et elle apporte des choses aux gens. Et en Mhm. dehors des formats, disons, standardisés que sont ou bien le Le livre, livre, ou bien les bancs de l'école ou de l'université. c'est ça. Donc, mon but, c'est d'abord de faire vivre la philosophie et la faire vivre, disons, de faire vivre un pan de la philosophie assez restreint, qui est la philosophie tournée vers l'existence, la philosophie Tout à fait. Alors que c'est ça l'essence au départ de la philosophie, c'est le dialogue, c'est l'échange, C'est ça. le Ensuite, discours. moi, j'ai toujours vu la philosophie comme une boîte à outils dans laquelle on pouvait puiser, et puis pour la mettre au service de pas mal de choses finalement. En travaillant sur ma thèse, j'ai abordé plutôt des questions métaphysiques qui pourraient ne pas sembler avoir grand-chose à voir avec Mhm. notre vie pratique. Alors, il se trouve que en travaillant sur le temps et sur la notion d'individu, en réalité, c'était aussi une manière de déguiser des intérêts sous des intérêts universitaires, des intérêts extrêmement pratiques, des questions qui moi, me traversaient depuis très longtemps. Et évidemment qu'il y a un lien entre les deux. Mais on peut faire de la disons, on peut lire l'un des penseurs que j'étudie dans ce cadre-là, Husserl, par exemple, Mhm. sans jamais se poser la question de sa propre existence, sans jamais essayer de ramener les ressources de la phénoménologie à la manière dont on va vivre. Euh, C'est ça, au réel, redescendre dans son corps, redescendre dans le petit humain à cette échelle-là, quoi. c'est ça. Mm. Donc, il y a une partie de la philosophie qui est loin d'être négligeable, hein, bien évidemment, qui permet, Mhm. qui est tournée vers ce bien vivre. Il y a une Mhm. autre partie également qui ne l'est pas directement, mais qui est exploitable dans ce sens-là. Donc, implicitement, on peut s'en servir et la mettre au service de notre existence. Je m'y autorise aussi. Et puis, il y a aussi tout un pan de la réflexion en philosophie sur les structures grammaticales, sur la mathésis universaliste. C'est des choses qui ne vont pas nous aider à vivre différemment, bien évidemment. Alors, et ce pan-là, je le laisse de côté, il présente d'autres intérêts. Mm. Euh, voilà. Ok. Quoique moi, tu sais, moi, je suis une ancienne logicienne à l'époque, je sais pas si tu te souviens, ça fait longtemps. Et je suis convaincue que penser proprement, logiquement, clairement, aide vraiment à mieux vivre, tout simplement. Et donc, j'accorde de l'importance aussi aux structures grammaticales, formelles, logiques de la pensée et Oui, du donc tu vois discours. qu'en plus, donc tu serais plutôt euh, d'avis que même ces matériaux philosophiques logiques qui pourraient paraître austères, même eux, ou très formels, même eux, Tout à finalement, on fait. peut en faire quelque chose. Donc le fait que Ils toi, sont tu connectés puisses... à notre vie, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, bah, je Simplement vais... bien penser les choses, faire les bons choix, comprendre ce hmm, qu'on nous dit, comprendre les situations, comprendre plein de choses dans la vie. C'est bien les penser, c'est être bien câblé et être logique, en fait. ouais, Ça aide énormément. Mm. hmm. Et, J'espère que notre entretien aidera mes abonnés, mes auditeurs et tous ceux qui ont la chance de tomber sur cet entretien à finalement à aborder la philosophie autrement que par parfois l'austère professeur de philosophie qu'on a pu avoir en terminale. Enfin, c'est vrai que c'est pas un format qui est toujours très attrayant. Pareil, le livre en soi, certains sont un peu ragoûtants. Et la philosophie, c'est pas que ça. La philosophie, c'est une pratique qui est vivante. hmm. J'ai l'impression que euh, on est quand même en train, à différents niveaux, de briser ce côté austère. Alors déjà, moi, je m'efforce au quotidien à être le prof le moins austère possible Ouais. et à la faire vivre à faire vivre la philo même dans une salle de classe. Mais Mhm. il y a quelques années encore, on voyait moins d'universitaires proposer
des écrits ou des élocutions grand public. Mhm. Donc, j'ai l'impression, et je me réjouis vraiment de cette volonté de dépoussiérer la philosophie. Et par rapport au nom de philothérapie, Ouais. euh, c'est vrai que si philosophie et thérapie sont deux termes qui peuvent être assez impressionnants, chacun de leur Mhm. côté, il y a ce côté ouais, peut-être impressionnant qui n'est vraiment qu'une façade. Parce que les gens qui se tournent vers moi ne sont pas des gens qui disposent nécessairement d'un bagage philosophique. Euh, et il y a même des personnes qui font. Il y a deux types de personnes, grosso modo. Des gens qui sont habitués du développement personnel et des thérapies. Alors ça, c'est très intéressant parce que une personne qui a suivi une analyse, par exemple, en Ouais. psychanalyse depuis des années, trouve le besoin et l'intérêt de venir consulter un philothérapeute. Mhm. Et puis, il y a d'autres personnes qui aiment ce côté justement non médical, euh, Ouais. aborder une question par la philosophie en reconnaissant que se poser des questions existentielles n'est pas une maladie. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Mais n'étant pas une maladie, au sens médical, ça peut quand même bien nous pourrir la vie. Et ça Mhm. peut aussi, ça peut nous empêcher de faire plein de choses. Donc ça donne une coloration, une tonalité à notre existence. Et par conséquent, essayer d'y voir plus clair sur cette coloration, c'est-à-dire mieux se connaître, ça nous permet de vivre plus librement notre existence. Eh oui, tout à fait. En fait, on va voir un philothérapeute comme on irait voir un ami pour avoir un avis très éclairé et nous aider à penser une ou plusieurs situations, quoi. La posture est différente, c'est pas une posture haute, c'est une posture d'égal à égal. On se parle d'humain à humain avec nos logos pour finalement essayer d'avoir de l'aide. C'est un peu l'ami qui nous aide à avoir un avis éclairé et pas le psy dont on pourrait avoir peur qu'il soit jugeant ou peut-être dogmatique ou voilà, des Alors, choses, ouais, je partage avec l'ami, disons, différentes. la posture bienveillante. Moi aussi, ça m'arrive de partager des questions avec des amis. Et Mhm. l'ami, finalement, est très bien. L'armée, déjà, il est, on peut dire, souvent réconfortant par sa simple présence. Ensuite, on a cette écoute bienveillante qui nous permet d'extérioriser quelque chose qui nous pèse. Quelquefois, le simple fait de dire permet déjà d'aller mieux. Euh, Ça lui arrive aussi de ne pas juger. Par contre, ensuite, c'est très difficile pour un simple ami euh, de ne pas aller trop loin, de ne pas rapporter on peut dire simplement que l'ami ne s'interroge pas sur la métaposition à Mhm. adopter dans le cadre d'un entretien. Donc, effectivement, moi, je ne juge pas, je ne coache pas non plus, et je ne donne pas de conseils, surtout pas des conseils d'anciens combattants. Donc, il n'y a pas cette verticalité. C'est très intéressant, c'est très important Oui, pour moi c'est de ça. respecter au moins une apparence d'horizontalité. Je dis une apparence parce que j'essaie de guider la personne et par conséquent, Mhm. je sais où je vais, où j'ai des idées sur là où on pourrait conduire la discussion pour qu'elle aide véritablement mon interlocuteur. Ouais. Il y a une guidance, mais il y a quand même une volonté de faire émerger de l'intérieur de la personne les solutions quoi, et les représentations. Ouais, c'est Euh, ça. Après, pour la bienveillance, c'est une chose qui est quand même partagée avec le psy, Mhm. qui normalement est tout accompagnant d'ailleurs, qui se doit, à mon avis, d'être un minimum bienveillant, non jugeant. Il me semble que la Mais pour moi, il y a bienveillance, une différence fondamentale, pardon, il y a une différence fondamentale de posture. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, non, je je disais t'en que prie. la bienveillance est une dimension qui doit être uniformément partagée par tous. Et je suis toujours, alors, en tout cas, enfin, certaines méthodes sont un peu plus euh, brusques que d'autres, un peu plus violentes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment confronter les Oui. personnes. Et pour ma part, et on pourrait même le faire en philothérapie, pourquoi pas. Le fait de confronter de façon sèche ces représentations. Et c'est quelque chose qui non seulement ne m'attire pas beaucoup, qui a tendance à m'effrayer.
je me verrais mal laisser une personne se sentir plus mal en sortant que quand elle est arrivée. Et Dieu merci, ça ne s'est jamais produit. Donc c'est là que je parle de bienveillance. C'est difficile parce que certains vous diront que la confrontation est nécessaire pour qu'on accouche de quelque chose de différent. C'est pas mon cas. Mhm. Euh, voilà. D'accord. C'est pas mon idée je pense qu'on peut avoir des interactions entre humains qui sont extrêmement profitables et salvatrices sans passer par Mhm. ce registre-là, ou du moins j'ai jusqu'ici réussi à m'en passer très bien, quoi. Voilà. D'accord. Effectivement, il existe des approches dites provocatives où on bouscule des personnes. Il y a des gens qui ça convient très bien, vraiment, qui Ouais, recherchent ça. ouais. Euh, Pourquoi pas? Après, c'est aux personnes accompagnées de choisir leur accompagnant, quoi. Absolument, C'est-à-dire et que c'est pour ça voilà, que ça l'approche m'intéresse ne aussi convient de pas, on décrire en ma change. posture. Et puis, ça, pour moi, ça relève de la responsabilité individuelle. Parfois, on a besoin d'être un peu bousculé, secoué, et voilà, Oui. chacun en jugera par, Mm. par lui-même, quoi. Et c'est Mm. pas forcément lié non plus à l'école de pensée ou au type d'approche. C'est-à-dire que parmi tel psychologue, on peut avoir des personnes qui vous bousculent davantage, tel Mm. philothérapeute, etc. Donc, il y a aussi, ça, on l'a pas mentionné, mais ça me paraît aussi important, c'est que on se tourne parfois vers quelqu'un juste Mm. parce que c'est cette personne-là. Et on, on questionne pas forcément la personne que l'on a en face de nous sur son école de pensée, sur Mm. véritablement la nature des instruments qu'elle mobilise, etc., etc. Mm. Euh, Ouais. Alors moi, typiquement, ça, c'est une question à laquelle j'aurais énormément de difficultés à répondre. Parce que ouais. vraiment, je picore, quoi. Je pioche, ben, évidemment dans la philosophie, parce que c'est ma formation initiale, mais dans la psychologie, dans l'hypnose, dans plein de trucs. Et j'aurais du mal à me dire, j'appartiens à telle ou telle école. En fait, je me suis construite comme ça. Je suis allée chercher des ressources dans Mm, divers domaines, en fait, des sciences humaines et sociales. Et j'aurais mm, énormément de mal positionner. Et en fait, j'ai tendance à adapter mon approche aux besoins de la personne, enfin, essayer de m'en rapprocher le plus. Donc, mm. c'est une question qui est difficile. J'ai tendance à penser qu'il y a un truc au niveau, à l'échelle de la relation, en fait, qui se fait entre la personne, où le travail se fait et ça se passe bien, où ça ne matche pas, tu vois. Ouais. Mais voilà, faut être la bonne personne pour le bon accompagné, le bon partenaire. Enfin, je sais pas. Quel terme tu utilises d'ailleurs? C'est intéressant ça. Ouais, j'ai pas trouvé le terme idéal puisque Mhm. patient me semble trop connoté médicalement et puis Ouais, client me semble trop connoté service ouais. à la personne. On pourrait dire Mhm. dialogant, accompagné, accompagnant. Enfin, la notion d'accompagnement Accompagnant, ouais. D'accord. me semble Je bien. connais quelqu'un qui dit partenaire, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a une espèce de deal de partenariat qui Ouais. se fait au départ de la relation. Voilà. C'est intéressant aussi je trouve que ça fait sens la manière dont on appelle les gens qu'on accompagne, quoi. Ouais, non, C'est un vrai tu as sujet. entièrement raison. Mm. Euh, et le terme est encore, enfin, disons, le terme parfait n'existe peut-être pas, mais j'utilise pour le moment ouais, plusieurs périphrases. Donc, tu vois, là, j'ai dit mon interlocuteur, je crois, Ouais, plusieurs fois, et oh, c'est pas mal. puisqu'on dialogue, Mm. voilà, dans les dialogues de Platon, on a des interlocuteurs. Ouais, ouais, tout Euh, à fait. Tu et, t'inscris comme quoi tu t'inscris vraiment dans la tradition philosophique ancestrale, quoi, vraiment, hein, millénaire. ouais, Quelque alors part. pour le coup, ouais, je n'ai pas la prétention de me comparer à ce Non, stade, mais je veux dire ta démarche, quoi. mais oui. Moi, je trouve c'est important de reconnaître ça. Enfin, voilà, je te fais un Si tu me compliment. permets Il du y a coup pas de... de l'expliquer comme ça, puisque Platon définit la pensée comme le dialogue de l'âme avec elle-même, en fait, Mm. quand on se pose des questions existentielles, on a tendance si on le fait seul, euh, on se dédouble de toute façon nécessairement. Donc, Oui, on se pose des tout à fait. questions, on se Oui. répond, mais comme on est seul, on tourne facilement, assez rapidement, Ah ça oui, tourne en vase clos. Et donc, c'est c'est pour ça. ça que c'est une manière de dédoubler, on peut dire, la voix de son âme en Ouais. l'extériorisant un petit peu. Et Ouais. donc, le spectre, nécessairement, va être plus large. Donc, on Plus va avoir large, une ouais. résonance, on va mieux, et on va mieux s'entendre.
C'est Donc c'est sûr, ça parce que sinon on se dédouble et on reste quand même soi, quoi. On a bah, beau se oui, dédoubler, c'est nécessairement, artificiel. euh, on a, disons, ou bien une partialité trop importante, ou bien une impartialité, au contraire, on est trop dur à son égard, et on a du Mhm. mal à s'entendre soi-même. Tout Voilà. à fait. Donc, on peut dire ça, c'est que c'est plutôt comme ça que j'aurais pu le présenter, et j'aime bien aussi le présenter comme ça. Je me pose plutôt comme un miroir en face de la Mhm. personne, et donc je l'amène à finalement à contempler son reflet, et puis à parfaire les éléments qui lui semblent qu'elle a envie de parfaire. Voilà, c'est pas moi qui vais dire, il faut que vous revoyiez cette dimension-là de votre liberté. Cela ne me paraît pas totalement faire sens. Loin de là, donc je réponds un, à un besoin qui est exprimé quand il vient de la personne. Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, c'est un peu une illusion d'être deux, quoi, mais tu deviens une espèce de surface projective qui aide l'autre à se penser, quoi. Mm. C'est ça. Comme un artefact. C'est ça. Après, il faut quand même ajouter que du coup, je pratique une écoute qui est très active. Ça me demande Mm. aussi à moi beaucoup d'implication. Donc, je suis loin de simplement écouter et de prendre des notes. D'ailleurs, je prends des notes aussi pour pouvoir constituer l'entretien, pour pouvoir Mhm. y revenir avant chaque séance et puis donner une ligne directrice. Donc, je Mhm. construis en fait avec la personne en apportant ce que demandent, disons, les pièces qu'elle apporte. Donc j'essaye de consolider tout ça avec elle pour construire disons, un édifice qui Mhm. répond, euh, qui répond à son programme à elle et surtout pas au mien. Donc moi, je partage totalement ton idée de la nécessité d'individualiser son discours. On pourrait dire une sorte de pédagogie finalement, avoir emprunté Mhm. différents sentiers pour parvenir à la même destination. Mais il y a plein de Mhm. chemins différents qui vont convenir plus ou moins à telle ou telle Mhm. personne. Et je partage aussi avec toi ce que tu disais sur euh, la, la multiplicité des ressources dont on dispose. J'aime bien cet aspect de pouvoir piocher dans tel ou tel environnement de la philosophie pour mobiliser ces ressources dans, dans une direction donnée. Euh, donc, la philosophie est suffisamment riche, disons, et pertinente pour pouvoir autoriser ça. Mhm. Après, je comprends également la nécessité pour n'importe quel thérapeute, de devoir expliquer quelle est son approche, quelle est l'école dont il appartient. Mais très honnêtement, dans les faits, j'ai l'impression que les Mhm. gens prennent beaucoup de liberté par rapport à ça, Mhm. en s'adaptant à la personne. Et puis, rares sont les thérapeutes qui n'ont qu'une école, qui ne relèvent que d'une seule école de pensée. La plupart ont Tout à fait. plusieurs orientations et c'est cette richesse-là permet vraiment de résoudre des problèmes. On travaille de plus en plus en équipe, on travaille de plus en plus avec les autres. Mhm. Euh, donc, je vois aucun mal, au contraire, à travailler, par exemple, avec un sophrologue, avec Mhm. un naturopathe, un ou une sophrologue, un Mhm. ou une naturopathe. C'est ça, le but étant à la fin d'avoir réussi à être aidant finalement pour la personne, quoi. Mm. Ouais, et la Le philosophie but, dispose de le tellement de challenge. ressources, elle dispose de Mm. tellement de ressources que ne pas présenter cette voie comme une possibilité, ça me semble être un non-sens. Donc, les personnes s'en emparent si elles sentent cette affinité, si ça leur parle. Euh, Mm. et moi, tout ce que je souhaite faire, c'est de montrer que cette voie-là existe. Voilà. Donc, je ne fais Mhm. pas D'accord. disons, l'apologie de la phytothérapie contre les autres disciplines, mais par Mhm. nécessité de la présenter, il faut bien essayer de la démarquer. Voilà. Donc, c'est une question qui Tout revient. à fait. Qu'est-ce que c'est que la phytothérapie et qu'est-ce que ça fait par rapport à comment on travaille par rapport à la psychologie? Et il y a tellement aussi de, d'approche et de manière différente de faire les choses. Vraiment, il me tient à cœur de ne pas installer la philosophie contre autre chose, et tout simplement Mhm. de lui donner une place dans ce paysage. Voilà.
Oui, parce que comme tu disais, la philosophie, elle est méta. Tout est philosophie, on peut philosopher avec tout. Tout peut être potentiellement objet de philosophie. Voilà, par sa nature méta et conceptuelle, la philosophie, finalement, permet de travailler en fait, avec n'importe quel autre domaine d'accompagnement. Mmh. Donc, elle est non restrictive par nature. C'est ça, je pense. C'est l'ensemble du monde, très en bien fait. dit. Je trouve qu'elle est par nature inclusive, en fait. Ouais, Tout à fait, et ouverte. non exclusive. Ouais. Ouais. Je réfléchissais à ce que tu me disais tout à l'heure sur les amis. En fait, le problème de solliciter l'ami, c'est qu'à un moment donné, il y a trop d'enjeux autres qui viennent parasiter la relation. Et, Mmh. ces enjeux-là, ils sont affectifs, ils sont liés au projet qu'on peut avoir fait éventuellement Mmh. les uns avec les autres en tant qu'amis, et l'investissement affectif aussi qu'il peut y avoir. Alors que dans un cabinet de philothérapie, je pense que du coup, toi, tu as la posture et le recul nécessaire pour être comme un ami, mais pas tout à fait un ami parce que non impliqué personnellement dans la relation. Mmh. Oui, tu fais Ça te bien va? de le. Ouais, c'est vrai, non impliqué. Et en même temps, c'est une question qui s'est posée. Personnellement, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais cela dit, je pense que dans ce que je fais, il y a quand même une part d'empathie, en fait. Bien sûr. Il y a une part d'empathie, et c'est une question qui se pose, hein, pour, je parlais de métaposition tout à l'heure, c'est-à-dire quelle posture il faut adapter. Est-ce qu'il faut totalement changer de casquette, être dans se protéger? Et c'est vrai on peut ne pas en ressortir indemne. C'est pour ça aussi que la plupart des thérapeutes ont des superviseurs, travaillent Bien sûr. avec d'autres personnes, parce que d'une certaine façon, ça nous coûte. Et les problèmes qui sont abordés sont des problèmes qui me concernent et vis-à-vis desquels je me sens concerné. C'est-à-dire que, nécessairement, quand on parle du rapport au sens, de la mort, de la gestion de ces relations professionnelles, c'est des choses que je partage en fait avec mon interlocuteur. Donc, Et c'est enrichissant également pour moi. Et donc, il y a cette implication quand même personnelle qui est évidemment pas de l'amitié, mais en tout cas, dans mon travail, je suis convaincu qu'il n'y a pas uniquement une dimension intellectuelle. Mais ça fait longtemps disons que c'est reconnu, et c'est pas un trait spécifique de la philosophie. J'ai beaucoup aimé c'est comme ça que Arvin Yalom ouvre son magnifique pavé, son monument sur son livre de thérapie existentielle. Et il explique que le succès de Freud, c'était peut-être de s'impliquer, d'ajouter un ingrédient un petit peu magique à la recette, mais surtout de multiplier les investissements qui pouvaient passer tout simplement par euh, aider la personne matériellement, s'occuper d'elle, savoir où elle en était. Enfin, il y avait disons, cette volonté débordante d'aider et de faire quelque chose pour la personne. Euh, et je suis sensible, c'est-à-dire que euh, vouloir aider, euh, c'est, ça me semble reposer sur une forme d'empathie au sens où il y a quelque chose que l'on partage, en fait. Il y a vraiment un lien de ce point de vue-là. Ouais, je me faisais la réflexion, je me disais, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'il s'agissait moins finalement de vouloir aider que de vouloir aider l'autre à s'aider lui-même, quoi. Oui, bien sûr, C'est- le détour, il se fait comme ça. Oui, oui. Mais j'ai toujours eu aussi l'idée que ce que moi je faisais de la philosophie euh, devait, euh, devait se mettre aussi, enfin, devait entrer en dialogue avec le sens que ça a pour les autres. Et disons que je me suis toujours senti, pour le dire plus simplement, plutôt comme un passeur, quelque chose à transmettre, en espérant que les gens en feront quelque chose et voir quelque chose de mieux, finalement. Encore mieux, donc perfectionneront ces outils. Donc je cultive, disons, un rapport assez modeste à la philosophie. En tout cas, j'aime bien cette idée de non pas me trop parler de moi, mais l'utiliser, la mettre au service d'autres personnes. Ouais. Ok.
Ok, je vois, ouais, comme un tuyau, un tube, enfin un moyen, quoi, une Ouais, manière de ouais. transmettre. Évidemment, elle nous Un soigne. canal, voilà, c'est le terme que je cherchais, un canal de transmission, finalement. Un canal, ouais, c'est ça. Je me suis toujours senti en lien, disons, en relation avec les autres ou dans une volonté de transmission, que ce soit évidemment à l'école, dans mon travail de prof. Et c'est pour ça aussi, c'est parce que ce travail est toujours, disons, déterminé, limité. En tout cas, la transmission ne se limite pas à ça ou à ce qu'on peut trouver dans l'éducation nationale sous un format extrêmement précis. Contraint. Euh, ouais. Et je suis d'accord, mais je vais rechercher un terme plus neutre. Donc voilà, il y a des moyens de passer, de transmettre, de discuter, qui sont beaucoup plus riches en fait que ce canal-là. Voilà. Donc j'essaie D'accord. de multiplier les canaux. Alors, pour les personnes qui voudraient venir te voir en présentiel, tu es à Lille, c'est ça? Tu Oui, as ton cabinet à Lille? Ok. oui. Alors ça tombe bien parce que je passe maintenant, depuis, ça fait une semaine en vidéoconférence uniquement parce que D'accord. disons, la crise Covid finalement se prolongeait et puis et ayant été amené à faire de plus en plus de visio, parce que Mhm. des philothérapeutes, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc la plupart des gens qui me consultent, qui viennent me voir, se trouvent pas à Lille. Mhm. Voilà, ça me semblait une solution plus adéquate, d'autant plus que pendant tout ce temps, j'ai eu le temps aussi de me rendre compte, de mettre en place les conditions qui permettent d'avoir un travail vraiment aussi profitable qu'en présentiel. D'accord. J'avais peur au départ que l'atmosphère ne soit pas là, que ce soit... Et en fait, ça se passe vraiment très bien. Pour peu que la personne trouve un moment qui lui soit confortable, qu'elle soit pas Mhm. parasitée par son quotidien, en fait, ça se met en place assez facilement. Bah, je pense que d'ailleurs, notre entretien, euh, on est le témoin. On n'a pas fait de la Ouais. philothérapie, mais on voit bien que entre la manière dont ça se passe maintenant et puis tout à l'heure, la manière dont je t'ai répondu sur ce qui distinguait la philothérapie de la psychologie, en parlant Mhm. d'universalité, ce dialogue, euh, Mhm. on comprend en fait, il y a quelque chose qui, au-delà des imperfections à un moment donné, il y a une ligne directrice qui se met en place et l'essentiel reste. Et donc, j'ai l'impression que l'essentiel est là, en visio également. Ouais, c'est ce que je partage aussi. Moi, je fais des consultations comme ça en visio, j'en fais même par téléphone et on a des résultats qui sont super. Donc, le travail peut se faire tout à fait efficacement Mm. à distance. Donc, consultez Nathanaël. Je mettrai tes coordonnées sous la vidéo. Ouais, Vous pouvez également retrouver Agir et penser comme Nietzsche. On en a parlé tout à l'heure dans la petite collection Agir et penser. Pas comme un chat, mais comme Nietzsche. Et ce formidable livre Philothérapie qui présente la philothérapie. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui as créé vraiment le terme de philothérapie? alors, j'ai eu l'impression de le créer parce qu'il m'est venu D'accord. dans mon coin. Et ensuite, lorsque je l'ai mis en place, j'ai réalisé qu'il existait déjà. Enfin, des personnes Ah oui, avant moi s'en sont d'accord. réclamées. Alors, c'est une question d'ailleurs qui se pose parce que, euh, en fonction aussi des pays, des législations, les termes, le terme de thérapie a un statut, disons, Oui. particulier. Donc, j'ai eu ensuite donc je me suis confronté au réel et donc voir ce qu'il en était de cet aspect, disons, sur des législations, de ce que les gens avaient fait. Mais l'idée qui a germé en moi en tout cas, c'était la philothérapie. Voilà. Si à terme, je devais m'appeler, de me présenter comme un philopraticien, etc., ça me dérangerait absolument pas. Mais je veux dire par là que dans la nature de mon travail, c'est l'idée de Mhm. philothérapie qui a germé en moi avant que je me pose toutes ces questions qui restent pour moi des questions euh, ouais, plutôt annexes, plutôt de détails. Euh, D'accord. mais je ne suis pas l'auteur. En tout cas, je ne peux pas revendiquer le, le terme de D'accord. Tu philothérapie. as découvert a posteriori que ça existait déjà.
que ça existait. C'est ça. Ok, merci beaucoup Nathanaël. J'espère que ça aura donné envie à mes auditeurs de lire tes livres, de découvrir la philothérapie, pourquoi pas d'essayer en consultation, de mobiliser cette incroyable ressource qu'est la philosophie dans le cadre d'un accompagnement, d'une thérapie, peut-être avec toi. Et je te remercie infiniment. Je refais un coucou à Romain. Merci pour le tuyau. Ouais, merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci infiniment. Ciao, ciao. Merci beaucoup à toi.